Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Alors le vendredi, c'est le jour des grands entretiens et aujourd'hui, je reçois le président fondateur de l'Institut Sapiens, qui est une think tech et une version, on va dire, novatrice du think tank. Alors l'objectif est de décrypter les grands enjeux contemporains et de peser dans les débats. On verra avec mon invité ce qu'il pense du numérique. En tout cas, le livre qu'il a écrit est plutôt technocritique. Le nouveau désordre numérique, il en parle comme d'un drame qui se noue, qui va détruire la civilisation si nous n'agissons pas, pour reprendre ces mots. Alors mon invité se présente comme un économiste libéral, conférencier, essayiste. Nous aborderons de multiples sujets ensemble, vous vous en doutez. Ce sera donc la grande interview d'Olivier Babot. Mais avant, nous allons débriefer de ce qui a fait l'actualité avec Benoît Thielin, ancien président du Conseil national du numérique. Vous nous direz justement, en tant qu'ancien président, ce que vous pensez de la nouvelle mouture de cette instance qui a été décidée hier par le ministre Cédric O. Et puis nous commenterons aussi avec Christophe Holnet les polémiques, notamment sur l'entretien du réseau cuivré par l'opérateur Orange. Tout ça entre autres sujets chauds que nous allons voir dans le débrief tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, on va s'évader un peu, partir dans les étoiles pour reprendre notre aventure attendue du tourisme spatial. Mais donc tout de suite, place au débrief. Ce qui a fait la une cette semaine, c'est notamment le nouveau Conseil national du numérique. C'est aussi évidemment la promotion FT 120, la nouvelle French Tech pleine d'espoir. Et puis les polémiques autour d'Orange et de son réseau cuivré. Pour en débriefer, donc Benoît Thielin, qui est avec nous, entrepreneur, adepte de la révolution numérique, dont il étudie avec assiduité l'impact sur les rapports sociaux, politiques et sur l'économie. Et puis vous êtes un ancien président du Conseil national du numérique. Avec moi également Christophe Holnet, senior advisor au sein de la société d'investissement Apax Partners. Et vous êtes également président de la société d'Athéna qui travaille, c'est une plateforme de mise en conformité sur la protection des données personnelles. Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de jouer ce jeu du débrief. On va commencer, Benoît, avec ce nouveau Conseil national du numérique. Donc après Salwa Toko, c'est Gilles Babinet. On a reçu souvent ici, d'ailleurs, multi-entrepreneur, notre ex-digital champion français, et Françoise Mercadal de Salles, qui est directrice générale du Crédit du Nord. Alors, déjà un binôme à la tête du Conseil national du numérique, qu'est-ce que ça change? Et puis ensuite, cette nouvelle vocation, c'est-à-dire c'est fini, hein, c'est plus l'aiguillon pour la French Tech, ça doit être un think tank plus académique, plus théorique sur le numérique. Je crois que la formule du Conseil national du numérique, qu'un certain nombre d'entre nous avons pu connaître, avait un peu vieilli. Et au fond, elle avait vieilli au fur et à mesure que le numérique lui-même a mûri, a largement dépassé la maturité, est sorti de son innocence, comme on a tendance à le dire souvent. Et par ailleurs, c'est aussi énormément à la fois spécialisé par grandes thématiques et du coup rendant, à mon avis, difficile le travail de creusement d'un domaine par un collège stable d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes. Et donc je pense que ce qui avait été possible peut-être à mon époque ou à l'époque d'autres présidents de être capable de pouvoir finalement sur un 360 préciser et faire des grosses focales sur l'administration électronique, le e-commerce, la liberté d'expression ou autre, en sollicitant aussi l'écosystème, était devenu probablement plus difficile au fur et à mesure que les sujets se sont approfondis, sont devenus de plus en plus spécialisés, de plus en plus techniques. Et donc je pense que cette formule avait probablement vieilli. Et donc le fait de ressentir... Et d'ailleurs, je pense que la dernière version du Conseil national numérique, dont je trouve qu'on n'a peut-être pas toujours entendu beaucoup la parole à ce moment-là, était probablement la conséquence du vieillissement de cette formule. Et donc je me réjouis plutôt, moi, de voir que finalement... Je trouve que sur la dernière version, justement, on avait déjà pris ce virage de réflexion sur les enjeux de société, les enjeux politiques. Alors, vous avez raison sur les thématiques. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, les sollicitations qui ont été faites au Conseil national du numérique de cette époque-là ont souvent été sur ces thématiques-là, mais avec un collège qui, à mon avis, était un peu décalé par rapport à cette volonté. C'était un collège qui avait des gens éminents, c'est pas le sujet, évidemment, mais c'était quand même un collège peut-être très entrepreneurial, très économique, très industriel, au fond, alors que, finalement, les thématiques sur lesquelles on est amené à les faire débattre, soit elles sont très précises, dans ce cas-là, vous commandez une mission ad hoc, comme ça a été fait pour le rapport Villani, vous faites une focale sur l'IA, mais dans ce cas-là, un collège un peu généraliste n'est pas forcément utile pour le faire, ou alors, vous les faites débattre, et c'était la volonté, je crois, de Cédric
locaux, on en avait discuté quand je l'avais croisé l'année dernière, de les solliciter davantage sur des questions au fond de transformation de la société. Et là, dans ce cas-là, je crois que le collège de cette époque-là ne répondait pas à cette problématique. Et donc quand je vois arriver, on va dire, un collège nouveau, un peu resserré, ce qui peut être une bonne chose, plus économique, et surtout plus académique, plus scientifique, avec davantage, on va dire, d'experts venant d'universités, d'avocats, etc. Ouais. Voilà, je pense que c'est de nature à le faire peut-être travailler davantage, à la fois en s'abreuvant de la recherche, et très honnêtement, vu ce que le numérique est devenu et les questions qu'il soulève, c'est normal de remonter davantage, on va dire, à la ressource intellectuelle que le monde académique et la recherche est capable de produire, mais aussi de le faire travailler sur des questions plus générales et plus transversales. Donc moi, je me réjouis de cette nouvelle formule. Ensuite, on va attendre évidemment les saisines et de voir sur quel sujet particulièrement le gouvernement est capable de le faire travailler. La première échéance, ça va être peut-être d'imposer le numérique dans le débat de la présidentielle ? Oui, alors là, je pense que c'est intéressant. Ensuite, que le gouvernement lance une instance indépendante pour contribuer à une campagne présidentielle. Bon, j'avoue que là-dessus, je suis un peu plus interrogatif parce que, bon, évidemment, j'ai lu les interviews de Gilles Babinet qui disait on va y aller à fond. Bon, ok. Enfin, d'abord, pourquoi il n'est pas allé à fond quand il était vice-président du président c'est nul. Et puis, par ailleurs, bon, je suis pas sûr qu'une instance lancée quand même et portée, même avec indépendance par un gouvernement, soit le plus à même d'intervenir dans le débat présidentiel. Là-dessus, je suis un peu plus dubitatif. Je pense que c'est aux politiques, en réalité, de faire ce travail-là. Mais enfin, s'ils peuvent apporter, on va dire, leur pierre dans le débat, c'est une bonne chose. Christophe Holnet, une réaction sur ce nouveau CNUM ? Non, moi, je ne suis pas un spécialiste comme Benoît de la chose. Je pense qu'effectivement, le fait de concentrer sur des aspects plus sociétaux, et on voit que le débat autour du numérique devient extrêmement fort autour d'enjeux plus de quelle société on veut, de quel est l'impact finalement de toutes ces technologies sur le modèle de société. Je crois que c'est intéressant d'avoir une instance qui réfléchit de façon un peu plus stratégique. C'est vrai qu'on a le sentiment qu'on est en phase avec les besoins de la société, parce que finalement il y a eu la période où il fallait évangéliser, ensuite la période où il fallait être fort économiquement avec une French Tech, et là on est plus dans la phase étudions les travers de ce numérique et les impacts. Ça me rappelle un peu comme dans les entreprises où dans les années 90-2000, on crée des directions spécialisées sur l'innovation, les nouvelles technologies, et où en fait, au bout d'un moment, on ne peut pas avoir un spécialiste dans un coin, il faut que ça irrigue l'ensemble. Et d'une certaine façon, comme vous le disiez, le Conseil national du numérique, il avait à intervenir sur tout un ensemble de sujets qui maintenant, les différents acteurs doivent s'en saisir eux-mêmes, parce que le numérique est partout. Alors, vous, il y a un sujet où vous êtes beaucoup plus expert, c'est le marché, le business, et cette nouvelle promotion 2021 de la French Tech 120, Next 40, qu'en avez-vous pensé ? Moi, d'abord, je pense que c'est très positif d'avoir ce palmarès des 120 premières entreprises qu'on veut mettre en avant. Alors certes, les critères peuvent être discutés, on aime bien toujours discuter en France les critères, mais ils ont l'avantage d'être objectifs, numériques. Donc on y est ou on n'y est pas, et ça peut être tout à fait expliqué. C'est très centré sur les levées de fonds, mais ça me paraît important parce qu'on souffre en France, non pas d'une faiblesse entrepreneuriale, non pas de levée de fonds, puisqu'on a levé l'année dernière 5,4 milliards pour environ 600 startups, donc ça reste très dynamique. Mais ce qui manque, c'est le financement dans la durée de projets très ambitieux qui nécessitent non pas des dizaines de millions d'investissements, mais des centaines de millions. Notamment quand on veut devenir une plateforme dominante à l'échelle mondiale, il faut derrière des acteurs qui vont financer dans la durée. Et là, en exhibant d'une certaine façon un palmarès d'entreprises avec un très fort potentiel, qui ont déjà su séduire des investisseurs, je trouve que c'est de leur donner un coup de pouce et un éclairage. Ça ne va certes pas tout faire, mais en tout cas, c'est une aide. On a besoin d'un dispositif d'accompagnement par l'État aujourd'hui des startups ? Oui. Oui. C'est là qu'on l'attend ? Je pense qu'aujourd'hui, on attend quand même, on est revenu, je pense, d'une certaine naïveté à croire que c'est le laisser-faire et le libre marché et son financement spontané qui va irriguer l'ébullition d'innovation qui est quand même partout, et en particulier qui est quand même très bien positionnée en France, il faut le reconnaître. Oui. On a souvent tendance un peu à s'autocritiquer fortement en France. Il faut quand même reconnaître qu'il y a un bouillonnement
d'innovation, notamment autour du numérique. Enfin, le numérique va partout, comme vous le disiez très justement, qu'il faut saluer. Donc, qu'il y ait des accompagnements, que la BPI ait été là pour y mettre un peu plus d'argent encore, qu'il y ait des facilités qui soient accordées à des entreprises qui sont quand même fragiles lorsqu'elles sont comme ça émergentes et qui quand même sur lesquelles on joue une partie de notre avenir. Pas tout, hein, il ne faut pas non plus... Oui, parce que ça, c'était assez critiqué. Emmanuel Macron qui a parlé des 30 000 emplois créés par la French Tech et les start-up françaises. Bon. Non, mais l'enjeu, il n'est pas les emplois forcément directs. C'est un enjeu de plateforme, c'est un enjeu d'avoir sa place dans l'écosystème numérique au niveau mondial. Bon, l'aide de la BPI, c'est bien, mais c'est plus, disons, je crois, l'éclairage médiatique et le soutien des différents acteurs de Business France, des bureaux à l'étranger pour aider, faire des introductions. Mais au final, c'est sur les propres mérites du projet que l'entreprise réussira ou pas. Vous avez eu des surprises sur la sélection ? Il y a des choses qui vous ont plus ou moins intéressé dans cette sélection de start-up ? Moi, je crois que c'est le... Pas vraiment, parce que c'est le reflet en fait de ce qu'on a senti, notamment au travers de cette accélération très forte numérique qu'on a connue l'année dernière, mais voilà, qui est soit des outils très orientés autour de la redéfinition du mode de travail, de la collaboration, avec des sociétés, je peux prendre des exemples, LumaApps, qui est rentré dans l'X40, ou Klaxoon, qui est une société qui offre un système de vidéoconferencing assez innovant. Enfin, voilà, donc il y a ça, il y a la FinTech qui est extrêmement présente, et on a beaucoup d'acteurs. Et là aussi, on a des Quanto, des Alan dans la SurTech, etc. Mais est-ce des Lydia, mais est-ce que ces acteurs-là vont pouvoir prendre un essor au niveau européen ? Vous voyez, en Angleterre, il y a Revolut, c'est plus connu au TransferWise. Il faut qu'on arrive à sortir, et pas faire seulement des belles boîtes françaises, mais des boîtes globales. On va passer, oui, Benoît. Oui, non, moi ce que je pense, ce que je note, c'est que on se focalise. Vous savez, on dit toujours il faudrait qu'il y ait un Google français, un Facebook français. Du coup, on s'est énormément focalisé ces dernières années sur le B2C, hein, c'est-à-dire au fond les startups qu'on va retrouver sur notre téléphone portable, etc. Moi, j'ai toujours été dubitatif sur le fait que les Français, les Européens en particulier, étaient bien positionnés sur ce domaine. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas des succès, qu'il ne faut pas les encourager. Mais là, l'avantage de ce classement, c'est qu'il met un énorme coup de projecteur sur tous ceux qu'on voit pas, en fait, dont les gens n'entendent pas parler, parce que par définition, c'est de la fintech, c'est de la biotech, c'est de la medtech, c'est de l'industrie, et donc on les voit pas. Et moi, mon intuition, et même, dirais, ma conviction, c'est que c'est là-dessus, en fait, que se joue l'avenir, au fond, de notre futur CAC 40. Et donc, je pense que c'est important d'avoir mis ce coup de projecteur, parce que ça rééquilibre un peu les a priori qu'on a sur ce que c'est que la start-up et sur ce qui est gagnant à moyen terme. Alors, donc j'allais dire, il y a une boîte qui n'est pas une start-up, c'est Orange, et qui se retrouve au cœur d'une polémique sur l'entretien de son réseau cuivré, donc pour assurer les lignes fixes de téléphonie. Réseau cuivré qui était donc amené à disparaître, et son entretien coûte très cher. Alors, quel est votre regard sur cette polémique ? Alors, c'est un sujet sérieux, hein, puisque là, on a parlé du numérique. Tout ce numérique, il est permis par une infrastructure technologique qui est celle, au fond, des réseaux de base qui vont nous connecter à ce monde-là. Et ce cuivre nous a permis d'être plutôt très, très bien positionnés sur le haut débit en France. Exactement. Pendant très longtemps, on a eu à la fois une libéralisation et une compétition qui nous a à la fois probablement donné un des meilleurs services et au prix qui était franchement un des meilleurs au monde. Hein. Donc, bon. Peut-être est-on allé un peu loin. C'est-à-dire que ce succès des années 2000, on va dire, ne nous a peut-être pas permis de pouvoir basculer facilement dans le monde d'après, en termes d'infrastructure, qui est celui, au fond, du très haut débit. Et de la fibre optique. Et donc de la fibre, pas que, d'ailleurs, justement, parce que je pense qu'on a probablement eu, depuis 10 ans, en fait, moi je me souviens, les premiers plans très haut débit, c'était fin de Nicolas Sarkozy, début de François Hollande, donc ça remonte quand même déjà à pas mal de temps. Probablement a-t-on fait un choix assez français, au fond, finalement d'un déploiement un peu massif d'une technologie sur tout le territoire. Et ce qui pouvait se discuter, en Angleterre, ils ont fait des choix beaucoup plus pragmatiques en disant on mettra du très haut débit là où c'est facile, on va mettre du super Wi-Fi. Enfin, ils ont utilisé une palette, au fond, de technologies peut-être plus adaptée et qui a permis de se déployer de manière un peu plus facile. Nous, on a fait un choix assez à la française, le jardin à la française, le débit partout, etc. Et le problème, en fait, c'est la transition. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il faut reconnaître que ces dernières années, ça s'est accéléré, ça a mis énormément de temps à démarrer. Maintenant, ça s'est accéléré, on est
probablement un des pays où ça se déploie le plus vite. Mais malgré cette vitesse, malgré cette rapidité, eh bien, il y a des tas d'endroits où on n'est pas prêt de le voir arriver. Ça mettra peut-être 2 ans, 2 ans, 3 ans. A fortiori dans une période de confinement et de Covid, où le numérique est quand même ce qui nous raccroche au monde. Ça pose un énorme problème. Donc il ne faut pas abandonner trop vite cette ADSL qui sert aujourd'hui encore à beaucoup de gens. Il y a eu un rapport parlementaire qui a été remis par Célia de Lavergne qui veut même, pourquoi pas, fixer des pénalités à Orange s'il n'entretient pas, s'il ne fait pas les réparations suffisamment rapidement. Mais Orange dit oui, mais moi, alors dans ce cas-là, je veux augmenter le prix de mon dégroupage. En fait, il dit je ne veux pas tout payer tout seul, quoi. Oui, en fait, ce rapport, il a été déclenché par une tribune de 215 élus qui se sont qualifiés les oubliés du téléphone fixe. Et donc, c'est effectivement des territoires ruraux où il y a parfois, non pas seulement l'Internet, mais du téléphone qui est extrêmement défaillant, donc pour des personnes âgées, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le dites, avec la crise Covid, le numérique est partout, on a cette volonté de redynamiser les territoires. Donc, le sujet va devenir très politique. C'est-à-dire qu'on va, je pense, dans la campagne présidentielle, la fin des déserts numériques va être au cœur du sujet. Donc, pour le gouvernement, c'est très important de répondre à ça. Et d'ailleurs, ils se sont saisis du sujet, même avant que la présidente de l'ARCEP ne prenne ses fonctions. Et d'ailleurs, elle va probablement avoir une entrée en matière. Premier beau dossier, oui. Très, très beau premier beau dossier. Maintenant, pour revenir finalement à la responsabilité d'Orange, il avait un contrat qui est un contrat de service universel qui arrive à échéance, sur lequel il avait des obligations. Les a-t-il remplis ? S'il ne les a pas remplis, il faut qu'il les remplisse et qu'il soit éventuellement pénalisé. Par contre, pour les années qui viennent, c'est un acteur privé. Si on lui demande de faire des choses, je trouve ça naturel qu'il demande une certaine forme, qu'il y ait une discussion. L'État est encore actionnaire majoritaire. Voilà. Et probablement, Orange a probablement un poids plus fort, puisque effectivement il a une présence dans les territoires ruraux historiques et finalement c'est un acteur assez naturel, mais ça ne me paraît pas illégitime qu'il y ait une discussion sur le nouveau contrat. En revanche, ce qui semble être le cas, c'est que les obligations n'ont pas été remplies sur le précédent, et ça, effectivement, ça nécessite d'avoir une discussion. On n'a pas le temps d'aborder d'autres sujets. On est à la fin de ce débrief. Je vous réinviterai bien évidemment. Merci beaucoup à Benoît Thiolin et Christophe Holnet d'avoir joué le jeu du débrief de l'actu. Nous, c'est l'heure de la grande interview ThinkTech. Et c'est parti pour la grande interview d'Olivier Babot. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle que vous êtes agrégé d'économie, essayiste. Nous parlerons notamment beaucoup, d'ailleurs, de votre dernier ouvrage, Le nouveau désordre numérique aux éditions Buchet-Chastel, qui est paru en septembre, c'est ça, 2020 ? Et vous êtes également président fondateur de l'Institut Sapiens. Alors, on le présente comme une think tank. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça change par rapport à un think tank ? Déjà, un think tank, c'est quoi en français ? C'est un laboratoire d'idées. Alors nous, on essaye d'être un laboratoire qui non seulement réfléchit aux technologies, et je crois que c'est notre ADN depuis le début, c'est-à-dire qu'on est parti de l'idée que la technologie est en train de changer toutes les dimensions du monde et qu'il fallait essayer d'aborder tous les problèmes à travers ces technologies, pas parce qu'on est obsédé par elles, mais parce qu'objectivement, elles sont en train d'apporter des changements. Et puis ensuite, on voulait changer la technologie de production de réflexion, c'est-à-dire la façon dont on produisait de la réflexion. Et on essaye d'être très innovant, d'être assez différent des autres think tanks. On a nos propres outils de diffusion, on fait nos propres émissions et on a nos propres formats. Voilà en quoi on Vous avez fait la révolution numérique en fait du think tank. Ouais, on a essayé effectivement de faire le premier think tank vraiment du 21e siècle à notre sens. Alors, vous dites que vous voulez peser dans les débats sociétaux et économiques. Comment est-ce qu'on fait ça quand on crée son institut ? À mon avis, c'est la vocation d'un think tank, parce que s'il est intelligent tout seul dans son coin, ça existe, ça s'appelle l'université à la limite. Le think tank, il va avoir comme vocation de diffuser. Et pour diffuser, eh bien, on va utiliser les moyens de médias. Ça peut être les réseaux sociaux, c'est évidemment des tribunes dans les journaux, des présences sur les plateaux, et puis nous-mêmes, des petits déjeuners, des conférences débats. Et c'est comme ça qu'on le fait, tout simplement, en étant la qualité des membres aussi. Alors absolument, on est un réseau d'experts, en fait. Et donc, les experts viennent à nous, on les sélectionne, on les aide aussi souvent à formuler leurs pensées et souvent aussi à la traduire, parce qu'il y a un gros travail de traduction. Quand vous faites un article scientifique, vous êtes un économiste, vous faites un article dans des revues scientifiques, c'est totalement incompréhensible
pour le commun des mortels. Et nous, notre ambition, c'est de traduire ces débats-là pour pouvoir les amener sur la place publique, pour que tout le monde, des élus, des candidats et puis évidemment des citoyens, puissent s'en saisir. Je crois que c'est vraiment le rôle du think tank. En ce sens-là, on dit souvent, on ne fait pas de politique, ça, nécessairement, enfin, jamais, on est totalement non partisan, non politique et indépendant. Hein. En revanche, même si vous vous présentez comme un libéral. Oui, mais c'est pas faire de la politique. Non, c'est plutôt mais bon, je le précise quand même. C'est plutôt une position d'esprit. En revanche, on veut faire la politique au sens où on met dans le débat public les idées dont on estime qu'elles sont plutôt intelligentes et parce qu'on les a bien fait produire, si vous voulez. On met les idées qui vont alimenter le débat public et je crois que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. Et donc parmi vos membres, on peut compter Laurent Alexandre, par exemple. Voilà, notamment. Alors il y a plein de gens dans beaucoup de domaines parce qu'on est organisé par observatoire, donc on travaille sur le futur de la santé, IA et éthique. On a un gros laboratoire là-dessus ou observatoire comme on l'appelle, sur évidemment le développement durable. On travaille beaucoup sur ces questions-là, le futur du travail, et on a aussi un observatoire sciences et société sur la place de la science dans la société. Voilà, on a pas mal comme ça d'espèces de verticales qu'on essaye de creuser. Alors, on en a parlé juste avant, mais vous n'étiez pas là. Le Conseil national du numérique a une nouvelle orientation qui a été donnée par le ministre Cédric O hier, qui se rapproche finalement un peu du think tank, non ? Comment vous voyez la frontière entre finalement une instance qui est là pour aider l'État, le gouvernement à prendre les bonnes décisions sur les enjeux de demain, les enjeux autour du numérique, et ce que vous produisez ? Oui, d'ailleurs, on pourrait dire le Conseil d'analyse économique aussi, c'est une sorte de think tank d'État. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien. Dans le marché des idées, je pense que, comme d'ailleurs dans le marché de façon générale, la concurrence d'ailleurs est très très bonne. Et puis j'ai même pas l'impression qu'il y ait une concurrence au sens où on n'est pas gêné par le fait qu'il y ait d'autres think tanks, parce qu'il y a plein d'autres think tanks et c'est très bien, et qu'il y ait des think tanks publics. Je pense qu'ils ont chacun leur approche, ils ont chacun leur méthode. Nous, c'est très important encore une fois qu'on soit non partisan et indépendant. Je crois que ça nous apporte beaucoup de liberté. On essaye d'être réactif aussi. Donc souvent des espèces de grosses machines publiques, elles font des choses intéressantes, mais souvent peut-être un peu plus poussée, peut-être un peu plus lente, enfin en tout cas avec une temporalité, disons, un peu différente. En tout cas, c'est très bien ce qu'ils font, on se complète, et ce qui est bien, c'est que dans le domaine des idées, on n'arrête pas de se piquer tous des trucs, parce que c'est ça qui est bien, c'est contrairement à l'industrie où il y a de l'espionnage industriel, mais nous, c'est normal, on se pique les idées si elles sont bonnes, c'est plutôt de la fertilisation croisée, donc je trouve ça très sain. En fait, plus il y a d'idées qui circulent et plus on discute, mieux c'est. Alors, on va parler donc de votre dernier ouvrage, le désordre, le nouveau désordre numérique. Comment le digital fait exploser les inégalités. Dans l'introduction, vous parlez d'essayer de comprendre le drame qui se noue avec le numérique. C'est d'ailleurs l'ensemble de l'ouvrage utilise un vocable très dramatique. Oui, je suis d'un naturel optimiste, volontaire, et donc je n'ai pas de goût pour la tragédie. Ouais. Enfin, c'est la tragédie grecque, effectivement, mais pas dans l'analyse. Et donc vraiment, si j'ai écrit ce livre, c'est parce que en regardant les façons dont les choses évoluent, je crois qu'il y a honnêtement de quoi s'inquiéter. Mais pas désespéré. Hein. Donc c'est un livre inquiet, mais pas désespéré. Et s'inquiéter de quoi ? Eh bien de la façon dont des technologies peuvent, d'une façon ou d'une autre, devenir notre maître, alors qu'elles sont de formidables serviteurs, mais de très mauvais maîtres. Et que, même si je ne suis pas... Je me définirais pas comme technophile, mais je suis certainement pas technophobe, et peut-être qu'on pourra en parler, mais l'idée c'est que probablement on a besoin d'une forme de technosophie, c'est-à-dire de sagesse de l'utilisation de la technologie. D'ailleurs, de tout temps, il a fallu... Et là, on est passé dans l'excès. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, on a tous été un peu devant le numérique là, depuis une vingtaine d'années, comme des lapins devant les phares d'une voiture. C'est-à-dire que ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi. Les réseaux sociaux, ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi pour la démocratie, par exemple. Le modèle économique des plateformes, ça n'a pas été livré avec un mode d'emploi. C'est-à-dire qu'on est en train de constater jour après jour les conséquences. Et c'est à partir de ça, évidemment, qu'on va essayer, d'en prendre conscience, d'en faire une analyse, et puis d'y répondre. Et c'est ça qui est en train de se passer. J'essaye de décrire ce mécanisme dans mon livre. Toutes les dimensions du monde sont touchées, la transaction, la relation, l'information, autrement dit, l'économique, le social et le politique. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne conscience. Et je parlais d'excès puisque vous faites aussi le parallèle avec l'obésité, l'abondance de nourriture donc, qui a apporté l'obésité jusqu'en France aujourd'hui. Et vous dites que c'est ça
qui est en train d'arriver ou qui arrive ou qui est arrivé, je ne sais pas quelle est la temporalité, à l'humanité avec le numérique. On en est où? À quel stade? Alors, vous savez, il y a un biologiste qui s'appelle Wilson qui a eu cette phrase qui est pas mal, qui dit l'homme a en gros un cerveau du paléolithique, des institutions du Moyen-Âge et des technologies dignes des dieux. Et donc, en fait, depuis la révolution néolithique, on vit cette tension en réalité. Et notre cerveau n'a absolument pas été calibré, notre cerveau de chasseur-cueilleur n'a pas été calibré pour un monde où les calories sont disponibles à disposition extrêmement facilement et pour un coût en fait modeste, ou d'autant plus modeste que ce sont des mauvaises calories. Et ça crée cette épidémie d'obésité, 40% des Américains en situation d'obésité notamment. Et dans tous les pays développés, malheureusement, ça se développe. Eh bien, notre rapport à la calorie, il est aussi problématique que notre rapport à la surinformation. C'est-à-dire que notre cerveau n'a pas été calibré pour un monde de tsunami informationnel. Et c'est ça qui va créer l'effet Dunning-Kruger, ou qu'on appelle de façon intéressante aujourd'hui l'ultra-crépidarianisme. Vous savez, c'est cette locution latine, sutor, ne supra crepidam, cordonnier pas plus haut que la chaussure. C'est l'idée que les gens vont d'autant plus parler de quelque chose et être sûrs qu'ils le savent, qu'ils en sont en réalité et qu'ils sont ignorants. Enfin, c'est tous ces effets-là d'agrégation, de passage à la limite, d'hystérisation qui fait que les débats aujourd'hui sont en fait inaudibles. Et là où on pensait... Et c'est en train d'arriver ou ça y est, on est dans... Aujourd'hui, on vit on y est totalement, cet excès. On y est totalement... je veux dire, le Capitole, pour moi, ça a été la traduction, justement, physique du fait que cette hystérisation sur les réseaux, elle finit à un moment par se traduire par de la violence physique, parce qu'on assiste aujourd'hui à une incapacité des gens à débattre, à évidemment un enfermement de plus en plus grand. On est tous un peu coupables d'ailleurs dans notre bulle cognitive. C'est qu'on a tous tendance à être de plus en plus que jamais dans une bulle avec des gens qui sont d'accord avec nous. Et donc, pour parler trivialement, on se monte un peu tous le bourrichon autour de ce qu'on croit. On voit les gens qui sont les plus extrêmes dans nos croyances. Et donc, ça favorise ce phénomène de polarisation qui caractérise le monde et que le numérique est en train de créer à plusieurs niveaux. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que vous parlez de la vitesse des changements. Vous dites pour gagner 50 millions d'utilisateurs, il a fallu 68 ans au transport aérien, 50 ans au téléphone, 22 ans à la télévision, 2 ans à Twitter et 19 jours à Pokémon Go, qui a été un carton énorme, effectivement. Si on joue encore à Pokémon Go, mais 19 jours. Voilà, alors c'est ce que j'allais vous dire. C'est que finalement, Pokémon Go, aujourd'hui, c'est fini. Oui. Et donc peut-être que ce dont on est en train de parler là ne va pas durer si longtemps. Quel est votre regard là-dessus, sur cette temporalité qui fait que ça change très vite ? Eh bien justement, le fait que ça change très vite va avec cette adoption extrêmement rapide. Et à la limite, c'est pas tellement plus rassurant. Parce qu'en effet, on a des consommateurs qui se déplacent un peu comme des vols de cricket. Ils arrivent sur une application, c'est le truc à la mode. Et puis, la caractéristique de ce qui est à la mode, c'est que ça se démode. Et donc, en effet, c'est extrêmement rapide. Donc, ce qui est frappant à notre époque, c'est que chaque mois apporte des changements extrêmement profonds, que les changements sont beaucoup plus véloces, abrupts, d'ailleurs de plus en plus imprévisibles. Si vous vous intéressez à l'histoire du monde, et vous remontez à l'histoire même de la Terre, de l'univers, vous vous rendez compte que jusque-là, les changements, ils se comptaient en millions d'années, en centaines de milliers d'années, ou même, les premiers hominidés, c'est il y a 9 millions d'années. L'Homo sapiens, c'est juste il y a 200-300 000 ans. Donc, ça allait extrêmement lentement. Et en fait, on est sur une exponentielle. C'est ça qu'il faut comprendre. On est exactement sur une exponentielle, exactement comme on est sur une exponentielle en termes de croissance des capacités informatiques. Et cette exponentielle, elle a cette caractéristique de faire que toutes les règles du monde, à un moment donné, deviennent caduques parce qu'il y a une autre façon de fonctionner due à l'accélération. Et donc, en effet, tout d'un coup, vous allez vous agréger à des pratiques. Donc, il y a cette espèce de mimétisme, cet instinct grégaire d'ailleurs qu'on avait tous, l'idée que la gazelle, elle va être avec le troupeau, et, les pingouins aussi. Les pingouins, c'est pour le froid, mais la gazelle, c'est pour se protéger des prédateurs. Il y a une logique. Mais nous, on a encore cette logique-là dans notre vieux cerveau paléolithique, n'est-ce pas ? Eh bien, cette logique grégaire sur le numérique, elle se traduit par le fait qu'on va tous faire la même chose et de façon paradoxale au moment où on peut tous faire différemment. C'est-à-dire qu'on a des outils pour être parfaitement individualisés et le paradoxe, c'est qu'on finit par tous faire la même chose de façon grégaire. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître des gourous comme Elon Musk, Exactement. qui d'un tweet change la face du monde. Et le cours du Bitcoin. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Alors, bon, en même temps, donc, si ça change très vite et qu'on a des ruptures fréquentes, ça veut dire que les seigneurs que vous désignez, donc les titans du numérique, qui sont les GAFAM, pour simplifier, peuvent aussi s'écrouler du jour au lendemain.
Ça, c'est peut-être la bonne Alors, nouvelle. exactement. Rien n'est définitif. C'est un point d'espoir, c'est-à-dire que ces géants sont peut-être des géants au pied d'argile, au sens où la rapidité d'évolution est telle, et d'ailleurs ils le savent eux-mêmes, que le tournant qu'ils ont bien pris à un moment donné pour arriver à créer le phénomène de la plateforme et arriver à devenir l'espèce de médiateur obligatoire entre l'offre et la demande et d'en tirer les profits extraordinaires que ça permet, et on voit l'évaluation boursière, eh bien cette puissance, elle peut s'effondrer très vite, dans la mesure où très rapidement on va aller vers d'autres pratiques. Google n'a pas réussi du tout le tournant des réseaux sociaux, ils sont complètement plantés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, de plus en plus, on ne fait plus aussi les requêtes via le moteur de recherche, on les fait à l'oral, donc la nouvelle course pour eux, c'est d'être présent dans notre salon à travers les assistants vocaux, donc en permanence, il y a le d'autres e-commerce défis. arrive sur les réseaux sociaux, Voilà. qu'est-ce que ça va engendrer pour Amazon, exactement. par exemple? Mais alors, la seule chose qu'on peut dire, c'est que malheureusement, la caractéristique des entreprises, c'est qu'elles sont tellement riches, elles ont tellement de cash, qu'elles ont, et ce que je dis aussi dans mon livre, c'est qu'elles ont une capacité d'absorber comme un trou noir toutes les énergies. C'est-à-dire qu'elles ont à la limite, leur problème c'est moins d'innover que de dire, bon, le jour où il y aura une boîte qui vraiment sera importante, on mettra les milliards qu'il faut, comme ça a été fait à WhatsApp. Ouais. On l'achète à prix fort, mais de toute façon, on a Apple, la valeur boursière, c'est égal à l'intégralité du CAC 40 français. Si vous prenez toutes les boîtes de la tech américaine, c'est égal à la totalisation des capitalisations boursières européennes. C'est-à-dire que c'est devenu totalement insane. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Olivier Babot, face à ça? Eh bien, déjà, on en prend conscience. Bon. Ensuite, je suis quand même optimiste dans la mesure où il y a toujours, quand les êtres humains sont face à des risques, des réactions prophylactiques. Donc, qu'est-ce qui est en train de se passer? D'abord, en Europe, on est en train enfin de sortir de notre naïveté. Pendant longtemps, on a été très naïfs. En fait, pendant longtemps, on ne comprenait pas ce qui se passait. En fait, hein. On juge le monde avec les schémas d'hier, alors que les schémas de compréhension sont différents. Donc, qu'est-ce qui fait le pouvoir aujourd'hui? C'est plus la possession du territoire, c'est la possession des données. C'est celui qui a les tuyaux. Celui qui a les câbles, notamment les câbles sous-marins, voilà, c'est celui qui va donner accès, exactement. Donc là, on commence à le comprendre. Et donc, ceux qui ont le monopole de la violence légitime, n'est-ce pas, c'est-à-dire, selon Max Weber, donc les États commencent à comprendre, commencent à réagir. Donc, on a des réflexions sur la fiscalité, on a des réflexions évidemment sur la façon dont on va leur obliger, leur créer des normes et des régulations de façon générale qui vont pouvoir. On parle de démantèlement aussi. On parle de démantèlement, moi j'y crois pas tellement pour plein de raisons. Personne n'y croit. Non, j'y crois pas tellement. En plus, les États-Unis n'ont pas tellement intérêt à faire ça. En revanche, qu'on soit moins naïf, nous, en Europe, ce serait bien. On est loin du compte, parce qu'aujourd'hui, si on est à la table des négociations, malheureusement, c'est à titre de menu et pas tellement à titre de participant. Alors, justement, je voulais vous faire réagir au projet Gaia X, oui. Qui est un projet de souveraineté dans les données et dans le cloud, mais qui est ouvert aussi à n'importe quel fournisseur de technologies étrangers. Est-ce que, selon vous, c'est de la naïveté ou c'est une vision intéressante de la souveraineté numérique ? En tout cas, on est face à une souveraineté qui se construit, une nouvelle notion de la souveraineté qui se construit enfin. C'est-à-dire que, encore une fois, autrefois, le pouvoir, c'était avoir les terres, parce que la terre, c'est ce qui permettait de nourrir les gens. Et puis aussi, évidemment, c'est là que vous avez les métaux. Et naturellement, il y avait une course pour les matières premières. Aujourd'hui, la matière première, elle est celle des données. Et alors, on continue à être complètement stupide. Par exemple, nous, on interdit les tests ADN. Du coup, tout le monde se fait tester aux États-Unis. Donc, c'est eux qui font les bases de données. Enfin bon, on continue à avoir malheureusement, on est loin du compte en termes de complète prise de conscience de ce qui se passe. Mais on se rend compte, et on s'est rendu compte avec la pandémie, que les règles de la souveraineté étaient différentes. Par exemple, c'est bien d'avoir ces principes actifs produits un petit peu sur le territoire. Évidemment, le contrôle des données, on commence aussi à s'en rendre compte et qu'on se rend compte que c'est un enjeu, évidemment, d'ordre public et puis de démocratie. Donc cette prise en compte, c'est déjà un bon début. Je n'ai pas l'impression, en réalité, qu'on ait encore trouvé les outils pour recréer cette souveraineté, parce que la réalité aujourd'hui, c'est qu'on est totalement dépendant des GAFA. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas débrancher Google aujourd'hui en France. C'est pas possible. Et Amazon. Et donc on essaye du coup d'imposer des règles plutôt. Voilà. Le rôle de l'État, c'est pas de faire à la place. C'est pas de créer, à mon avis d'ailleurs, une plateforme qui serait l'Amazon public. C'est des délires qu'on a pu. On y a cru à un moment. Des Uber publics. Non, mais ça deviendrait un truc bureaucratisé en 2 secondes. Et puis il y aurait des. En tout cas, jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Non, mais jamais. S'ils n'ont pas créé eux, c'est pour une bonne raison. C'est qu'il faut l'innovation, il faut cette façon de penser qui est différente. Donc que chacun fasse ce qu'il sait faire. Et l'État, c'est
la régulation. Son rôle, c'est de faire de la régulation, c'est pas de faire à la place. Et donc, il faut qu'on pense ces nouvelles régulations qui peuvent tout à fait avoir un effet pour essayer de mettre un terme à ce passage à la limite de tout, à cette hystérisation. Alors, vous avez aussi un chapitre sur les techno-leaders et les techno-largués. Oui. Vous revenez avec la fracture sociale, la fracture numérique sociale. Ça, c'est pas une découverte, c'est quelque chose qui a été entendu d'ailleurs au plus haut sommet de l'État il y a de nombreuses années. Il y a eu des plans numériques. Aujourd'hui, on voit que les choses quand même ont beaucoup changé. Quand on prend la situation du printemps 2020 avec le confinement, on a vu des décalages dans la société, mais on a vu quand même que la majeure partie était équipée et pouvait continuer à travailler. Oui, mais on a vu aussi malheureusement que les élèves qui n'étaient pas aidés chez eux, que ceux qui étaient peut-être moins équipés, mais c'est pas tellement une question d'équipement informatique, pour certains c'est le cas, mais pour beaucoup, malheureusement, c'est beaucoup plus subtil, peut-être plus pernicieux. C'est que si vous n'êtes pas aidé dans votre marche vers le numérique, c'est beaucoup plus difficile pour vous. Et en réalité, on a vu avec le Covid cette croissance des inégalités liées à la maîtrise Internet. Mais il faut se rendre compte, le numérique, c'est pas juste filer des tablettes ou des connexions Internet, parce que le savoir aujourd'hui, il est à un clic. Tout le savoir humain est à un clic. Il y avait une photo intéressante sur les réseaux sociaux début 2020. Vous aviez l'intégralité des encyclopédies universalistes qui étaient sur le trottoir. Pourquoi ? Parce que autrefois, ce truc qui était cher, vous savez, le truc que les gens vendaient au porte-à-porte, parce que c'était un instrument de pouvoir, et que le savoir était cher, il était rare, c'était difficile de le posséder. Aujourd'hui, le coût du savoir est tombé à zéro. Mais est-ce que la diffusion du savoir s'est développée pour autant ? Malheureusement, non, parce que l'accès, ça n'est pas l'usage. Et on se rend bien compte que malheureusement... Donc ça, c'est quoi ? C'est un problème d'éducation ? Exactement. Quand je dis techno-leader et techno-largué, c'est... Est-ce que les gens vont arriver à enclencher, à utiliser le levier numérique à profit pour leur vie ? C'est pas seulement avoir une connexion Internet, parce que ça, alors, évidemment, c'est pas très très compliqué. Et la plupart des jeunes vont avoir un téléphone avec Instagram. Utiliser Instagram, c'est pas être techno-leader. Techno-leader, c'est avoir des compétences qui vont, après professionnellement, vont faire de vous un travailleur qui va permettre de s'enclencher à ce levier numérique, à ça vous envoyer dans les étoiles. Et si vous n'avez pas ça, si vous faites partie du bas du sablier, parce qu'on est passé d'une société en losange à une société en sablier, très peu de gens au milieu et beaucoup de gens aux extrêmes, eh bien, vous n'arrivez pas à en tirer les avantages. Et ça existe depuis les années 90, mais on voit cette raréfaction des emplois du milieu et malheureusement cette polarisation de la société qui est malheureusement très documentée dans tous les pays développés, où il y a des gens qui vont aussi gagner plus forcément, qui vont arriver à avoir plus d'opportunités, et puis les gens qui les ont pas, avec comme conséquence naturellement un déterminisme social, mais plus grand que jamais. C'est-à-dire qu'il y a plus de continuité, évidemment, le long du spectre social, parce que justement, il y a ces formes de rupture. Et ça s'est aggravé malheureusement avec le Covid. Donc l'homme doit retrouver sa place, vous dites, sa nouvelle place dans le monde numérique. On va terminer cet entretien avec un format express où je vous pose des questions très courtes, ouvertes, et vous me répondez de manière spontanée. Alors je vous lance sur un mot, c'est très simple, ça commence par vos rêves. Mes rêves, refaire de la musique quand j'en aurai le temps. Vos peurs. Mes peurs, c'est très difficile. En fait, je ne sais pas, est-ce que j'ai peur de quelque chose ? Ne pas avoir le courage de me forcer à apprendre tous les jours. Voilà. Vos interrogations ? Mon interrogation, c'est est-ce que j'ai tort ? Tous les jours, je me pose cette question. Vous avez une idée fixe ? Oui, une idée fixe. J'ai fait ma thèse de doctorat sur la transgression des normes. Je suis obsédé par la façon clandestine dont les choses fonctionnent. C'est-à-dire ? J'ai écrit un bouquin là-dessus. Ça s'appelle L'éloge de l'hypocrisie, c'était celui d'avant. Et sur la duplicité du monde, en fait, sur le fait que le monde ne fonctionne vraiment que par une dose très importante de duplicité. Je suis très inquiet d'un monde qui devient de plus en plus monolithique et qui en fait, un monde puritain qui croit que la vérité est monolithique. Voilà, et c'est ça qui m'inquiète le plus. Le futur, vous l'imaginez comment ? Je l'imagine très mal. Vous savez ce que disait Pierre Dac, c'est difficile la prévision, surtout quand ça concerne l'avenir. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'il ne ressemblera pas à tout ce qu'on peut, à ce à quoi on peut s'attendre. Et la prochaine révolution, selon vous, ce sera quoi ? La prochaine révolution, j'espère, ce qu'on prévoit n'est pas nécessairement ce qu'on espère, mais j'espère que ça sera la révolution de
de la cognition. C'est qu'on se rendra compte que c'est la chose la plus précieuse qu'on ait aujourd'hui. Et vous, dans 5 ans, vous vous voyez où ? Eh bien, je me vois à continuer à écrire des livres, à élever mes enfants avec bonheur et à être ravi tous les matins de ce que je fais parce que j'ai l'impression de m'enrichir. Voilà. Eh bien, on était ravis de vous recevoir, Olivier Babot, président fondateur de l'Institut Sapiens, auteur de Le Nouveau Désordre Numérique chez Bucher-Chastel. Nous, juste après la pause, on reprend notre histoire de l'aventure du tourisme spatial avec Cécilia Sévry. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous dans l'espace avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors on va reprendre notre aventure de tourisme spatial. Oui, l'espace, on l'a dit la semaine dernière, je le répète aujourd'hui, c'est la destination de l'année 2021. L'année des touristes chanceux, mais riches aussi, il faut bien le dire, qui vont pouvoir aller décoller dans l'espace au-dessus de nos têtes. Alors la semaine dernière, je vous ai raconté que ce ne sera pas les premiers touristes. Il y en a déjà eu des touristes dans l'espace dans les années 2000 à peu près. Et puis on a parlé aussi de SpaceX qui veut envoyer dans l'espace un riche entrepreneur américain avec 3 autres chanceux pour faire le tour de la Terre en orbite. On a parlé aussi de Virgin Galactic qui veut envoyer des vols en vol suborbitaux pour le prix d'un billet à 250 000 € à peu près pour 10 minutes d'expérience. Donc oui, on a parlé du projet d'Elon Musk, de Richard Branson, et il nous manquait Jeff Bezos. Exactement. Donc aujourd'hui, on reprend avec Blue Origin, parce que Jeff Bezos aussi a pris évidemment d'assaut le tourisme spatial. Là aussi, on parle en fait de vol suborbital. Alors petit rappel quand même, le vol suborbital, c'est un vol dont la vitesse est en dessous de la vitesse requise pour une mise en orbite, c'est-à-dire que ça va assez vite pour s'arracher de l'attraction terrestre, mais pas assez vite pour se mettre en orbite, et donc on va redescendre naturellement. Donc ça va durer seulement quelques minutes. Le premier vol a eu lieu en 1961 et donc Blue Origin, comme Virgin Galactic, a choisi cette option du vol suborbital, mais avec une fusée cette fois. Les passagers seront placés dans une capsule au sommet d'une fusée, la fusée New Shepard, qui sera réutilisable. D'ailleurs, le 14 janvier dernier, Blue Origin a lancé avec succès sa capsule New Shepard, mais elle n'avait pas de passagers, seulement un mannequin qu'ils ont nommé Skywalker. Vous aurez compris la référence. Star Wars. Exactement. Alors, selon CNBC, elle pourrait transporter cette fusée, New Shepard, ses premiers passagers d'ici début avril. Après un prochain test qui devrait arriver normalement d'ici quelques semaines. Et tout ça, encore une fois, pour une expérience de seulement 10 minutes. Ascension et descente comprises. Non, moi, je prends quand même. Moi aussi. Il y a d'autres projets à venir? Oui, alors d'autres projets qui sont en préparation, tous qui seront effectifs dans les prochaines années. Donc là, on est vraiment au top départ du tourisme spatial. SpaceX, par exemple, veut emménager un hôtel dans l'espace avec la société Axiom Space, un hôtel spatial qui comprendrait 8 couchettes qui seraient rattachées à la Station spatiale internationale, l'ISS. Ça devrait débuter la construction avec Thales Aliena pour 2024. Normalement, cet hôtel, après, il pourrait s'en détacher puisque la station spatiale va être mise en retraite. Donc, on aurait un hôtel comme ça en orbite autour de la Terre. Et puis, la société, toujours SpaceX, a prévu aussi d'envoyer le premier touriste sur la Lune. C'est un japonais, Yusaku Maezawa. C'est un chef d'entreprise, un collectionneur d'art. Donc, on en a pas mal parlé parce qu'il voulait emmener avec lui 8 artistes pour aller faire le tour de la Lune. Donc, c'est assez poétique. Et encore une fois, ça devrait arriver dans quelques années. On n'a pas vraiment de date là pour le coup, parce que c'est quand même un peu plus loin d'aller sur la Lune. Alors, comment on fait si on n'a pas l'argent suffisant, en tout cas, si on n'est pas artiste, pour quand même espérer voyager dans l'espace? On peut essayer d'économiser parce qu'il y a des solutions un petit peu plus abordables qui vont être créées. Par exemple, la start-up française Zefalto veut envoyer les touristes non pas en orbite, mais un tout petit peu plus bas dans la stratosphère à 25 km d'altitude. Elle a choisi pour ça un ballon qui va voler grâce à des panneaux solaires qui vont comprimer l'air du ballon pour qu'il puisse monter en croisière avec des passagers. La première croisière est prévue pour 2024. Bon, il reste quand même une option, Delphine. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé, à la télé-réalité. Marie-Christine Levet avait évoqué, d'ailleurs, la semaine dernière, la réalité virtuelle, c'est vrai. Écoutez, là, on va passer à la télé-réalité. Donc, c'est un autre style de préparation pour aller dans l'espace, mais c'est le magazine Deadline qui a
révélé il y a quelques semaines la préparation d'une télé-réalité dont le gagnant remporterait un billet pour aller sur l'ISS. Ah d'accord, je comprends, il va falloir qu'on chante ou je sais pas, qu'on fasse quelque chose, Non, en tout cas pour gagner notre place. Exactement. Très En bien. réalité, l'affrontement sera plutôt sur des épreuves physiques et intellectuelles. Le monde entier pourra regarder ça, voter pour son candidat favori et ensuite il sera envoyé en 2023, si tout va bien, dans l'ISS pour un séjour de 10 jours. Mais tout sera là encore une fois filmé pour en faire un documentaire sur cette aventure télé-réalité. Merci beaucoup Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab avec ces entreprises qui changent le monde et les entreprises du numérique bien sûr. Merci à tous de nous avoir suivis. On a été assez technocritique aujourd'hui dans Smart Tech, mais technocritique, ça veut dire qu'on prend le numérique au sérieux et ça, c'est notre quotidien. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour de nouvelles discussions sur la tech. Alors, ce ne sera pas moi à la présentation, ce sera Eva qui présentera Smart Tech lundi prochain.